Bienvenue dans Exploration Quantique 2050, Décryptage, une série de podcasts pour découvrir le dessous du programme Sciences participatives quantique 2050, porté par la Fédération de recherche Innovax en partenariat avec le CDP Ticois et la Fédération de recherche Quantaps. Épisode 3, le design fiction. Donc j'ai rendez-vous avec Dany Baillargeon et Julien Pierre pour parler design fiction. J'arrive. Je distingue deux silhouettes et le crépitement du feu. C'est bon, je crois que c'est bien eux. Oui, là, en effet, il fait froid. Bonjour Dany Baillargeon. Bonjour Julien Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors, on est présentement sur le campus de ce qui s'appelait jadis l'Université de Sherbrooke, la plus haute colline de la ville. On a donc un surplomb sur l'ensemble de Sherbrooke. Autour de nous, on voit des traces de lièvres, de cerfs de Virginie. Il fait moins 13 degrés en ce moment. Alors aujourd'hui, on a prévu de parler design fiction autour de ce feu, là, de se réchauffer, de comprendre cette posture méthodologique. Je dirais plutôt le design participatif que le design fiction. Dany Baillargeon, professeur agrégé spécialisé en communication appliquée et stratégie de création à l'Université de Sherbrooke. La fiction que je développe, entre autres, avec des personnes aînées, c'est du développement technologique dont l'avenir est assez rapproché. Donc, on développe des différents types de technologies ou d'outils pour, par exemple, faciliter la mobilité des aînés dans ici la région en développant une interface qui leur permet vraiment de planifier leurs déplacements en fonction de leurs besoins, de leurs limites, de leurs capacités, ou un outil qui les aide à se projeter dans un avenir rapproché et déterminer leur trajectoire domiciliaire. Donc, où j'ai envie d'habiter, quels sont mes besoins, quelles seraient mes limites, quelles sont les choses que je veux pas dans mon futur milieu de vie. Donc, c'est du design participatif dont la fiction est quand même pas trop loin. Pour ma part, les premières design fiction que j'ai employées, c'était dans un cadre pédagogique avec les étudiants. On s'interrogeait sur le devenir des métiers de la communication. Julien Pierre, professeur de communication numérique à l'Université de Sherbrooke. Et ensuite, j'ai utilisé le design fiction plus dans des activités de recherche, notamment sur un projet où j'ai accompagné une équipe de concepteurs qui cherchaient les alternatives en fait, à des modèles dominants. Ils devaient développer une intelligence artificielle et ils essayaient de trouver des modèles qui correspondaient plus à leurs valeurs éthiques. Le design fiction nous a aidés comme ça à tracer de nouvelles trajectoires. Alors si je comprends bien, vous utilisez le design fiction dans un spectre assez large de problématiques, avec finalement tout type de population, que ce soit des étudiants, des chercheurs. Oui, en fait, dans mon cas, le genre de design que je fais, de design participatif, c'est du design intersectoriel. Donc, par exemple, pour développer une technologie qui permet aux aînés de se déplacer plus facilement, bien, on a des gens en transport, des gens de la ville, des ingénieurs, des chercheurs et évidemment au centre de cette démarche-là, les aînés eux-mêmes, donc les usagers eux-mêmes. Alors c'est toujours du design multipartite et on essaie donc de co-construire cette technologie-là en ayant en tête les besoins, les priorités, les préférences de chacune de ces parties prenantes. Oui, il y a une vraie complexité aujourd'hui dans les projets contemporains, dans le sens où on est toujours dans l'interdiscipline. Si je prends un projet sur les intelligences artificielles, on aura évidemment des ingénieurs en informatique, mais ils ne sont pas les seuls à piloter les projets. Ils vont avoir des spécialistes du marketing avec eux, des éthiciens par exemple, des sociologues, des ergonomes qui vont travailler ensemble. Et le design fiction est aussi une manière de mettre autour de la table des gens qui ont des compétences et des expertises différentes dans un premier temps, et puis surtout de rattacher à ces concepteurs, à ces équipes de concepteurs, des usagers qui peuvent avoir des représentations de la technologie ou projeter des usages complètement différents de ceux qu'avaient anticipé les concepteurs. Vous êtes donc à des horizons temporels
entre, on va dire, plus 20 ans, plus 30 ans. Est-ce que c'est bien ça? Dans les études en prospective ou en futurologie, on a plusieurs échelles de temps qui sont pertinentes. La première est une échelle à 5 ans, mais qui se relève en fait peu intéressante dans la mesure où les décisions politiques sont déjà prises et on peut difficilement revenir dessus, voire même c'est impossible. Alors qu'un horizon à 20 ans est intéressant parce que ça nous laisse une marge de manœuvre pour développer les technologies qu'on va utiliser à ce moment-là. D'autant plus qu'avec un horizon à 20 ans, on n'aura pas de gros changements sociaux, les structures sociales seront sensiblement les mêmes et on va avoir une certaine familiarité avec le futur qu'on va imaginer. C'est-à-dire que les participants du design fiction ou les gens qui vont regarder les résultats des design fiction vont pas s'interroger sur le caractère fantaisiste des scénarios qu'on propose, mais plutôt sur la variable qui est questionnée, à savoir l'omniprésence d'une nouvelle technologie. Si je comprends bien, en fait, vous ne travaillez pas sur le futur, mais vous travaillez sur des futurs. Oui, tout à fait. L'intérêt aussi de se projeter sur un horizon à 20 ans, c'est qu'on va avoir des bifurcations qui sont possibles. Si je reprends l'exemple du court terme à 5 ans, on est sur une trajectoire qui est toute tracée, qui peut être assez fataliste pour certains, alors qu'en se projetant à 20 ans, on peut imaginer soit des événements qui sont complètement incontrôlables, ce qu'on avait vu avec la pandémie par exemple tout récemment, ou bien imaginer effectivement d'autres facteurs qui vont pouvoir transformer le futur et amener du coup aux décideurs des possibilités multiples de développement pour les technologies ou les dispositifs qu'ils sont en train d'imaginer. Dans le design fiction, ce qu'il faut penser, c'est qu'on a plusieurs futurs associés à différents groupes de personnes. Donc, le futur d'un ingénieur informatique, il le perçoit de sa lorgnette d'ingénieur avec les enjeux qu'il voit, la trajectoire technologique qu'il voit se tracer devant lui, qui ne sera pas le même futur qu'un citoyen aîné ou un adolescent qui voit son futur pas nécessairement accompagné de cette technologie-là qui est en train de se développer. Donc, le design fiction permet aussi de mettre sur la table, autour d'une réflexion, plusieurs futurs, plusieurs projections dans le futur, ce qui permet de placer cette technologie-là à la rencontre de ces différentes trajectoires-là, de ces différents futurs-là. Comment imaginer cette société quantique là, de 2050 sans partir dans un futur complètement débridé qui va exclure en fait de la réflexion, ou dans un présent un petit peu trop extrapolé mais finalement qui n'a pas de saveur. Comment on trouve l'équilibre en fait? Il faut comprendre que le design fiction en fait c'est un exercice anthropologique. C'est-à-dire que l'une des premières étapes à laquelle on procède avec les participants, c'est de revenir sur leur routine. En fait, c'est de regarder avec eux de quoi est composé leur quotidien. Ils prennent un véhicule le matin pour venir au travail, ils ont des activités toute la journée, des rendez-vous, des rencontres et ainsi de suite. Le soir, ils retrouvent la famille, ils ont les week-ends et les vacances. Bref, l'ensemble du quotidien est régi par ces routines et qui sont peu interrogées la plupart du temps. Une fois que les participants ont pris conscience de ces routines, on vient regarder effectivement comment elles ont été transformées par exemple par des activités ou des technologies plus contemporaines comme les médias sociaux ou plus récemment l'intelligence artificielle, et on projette petit à petit vers d'autres technologies comme le quantique par exemple pour les amener en leur présentant aussi en quoi consiste la technologie quantique, de manière à ce qu'ils voient comment ça pourrait venir s'insérer dans la banalité du quotidien et comment, l'air de rien, ces routines seraient transformées petit à petit par cette technologie. Dans la méthodologie du design fiction, c'est pas pour rien qu'on a des chercheurs, des citoyens, donc, comme je le mentionnais, des gens de différents horizons, pour que chacune de ces personnes-là puisse apporter un certain nombre de faits, de données à partir desquelles on va prolonger, on va se projeter dans un avenir, comme le mentionne Julien. Donc, comment ces différentes activités-là, ces faits-là, ces données scientifiques-là nous permettent de voir un certain futur, donc viennent baliser d'une certaine façon le futur et qu'on ne verse pas dans
une fantaisie impossible ou implausible. On essaie donc de construire à partir d'un certain nombre de faits scientifiques avérés qui nous donnent à penser que le futur pourrait potentiellement ressembler à ceci ou avoir un certain nombre d'éléments contextuels. Alors, par exemple, avec Innovax, on va se projeter à travers différents personnages, comment ces gens-là vivraient dans ce futur-là et on accroche à ces personnages-là un certain nombre de caractéristiques dans lesquelles les gens d'aujourd'hui peuvent en partie se reconnaître ou en partie reconnaître un certain nombre de comportements ou d'agir anthropologiques qui sont avérés, qui sont documentés. Et le deuxième atelier, en fait, l'idée c'était de construire des personas et leur donner une fiche d'identité en 2050. La façon d'aborder cette complexité par le design fiction, elle est vraiment pertinente. Et là, en fait, il y a une forme de compréhension par l'expérience, qui est une expérience fictive dans laquelle on se projette, mais voilà, c'est aussi la force de la narration. Si, vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. Alors, Innovax, qui a été assez ambitieux, a travaillé sur 1 an, donc. Est-ce que vous naviguez entre la microfiction et puis des récits plus fouillés? Sur les pratiques que j'ai du design fiction, en fait, je reviens sur la composition du terme, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une facette design qui vise à produire des objets, des artefacts, et une facette fiction qui vise à produire effectivement des récits. En fonction du temps dont on dispose dans les ateliers et la période du terrain de recherche, on peut avoir des éléments qui sont plus ou moins élaborés, que ce soit du côté des objets ou du côté des récits. Et dans la production de ces artefacts-là ou de ces objets-là, c'est important pour ne pas rester dans la fantaisie imaginée de chaque personne, mais qu'on travaille conjointement sur un objet. Par exemple, dans le projet Innovax, il y avait les unes de journaux dans lesquelles on avait un certain nombre de nouvelles politiques, sociales, culturelles qui permettaient aux participants de se projeter dans l'actualité de cet avenir-là, dans lequel, entre autres, on voyait apparaître les manifestations de certaines technologies quantiques. Donc, en designant ou en ayant un prétexte avec les participants de dire on construit une une de journal ou une actualité futuriste, le prétexte est d'explorer certains aspects du futur plutôt que juste être autour de la table et discuter à quoi pensez-vous que va ressembler 2050 sur le plan technologique, et que là, ça va partir dans toutes les directions. Donc, on incarne, on ancre dans un objet, par exemple un certain nombre de préoccupations, de considérations et aussi de balises contextuelles. Donc du coup, cette posture méthodologique, c'est aussi bousculé alors? Oui, le design fiction, il faut le voir comme un provocateur. C'est un aiguillon en fait. Ça vient piquer à des endroits où l'inconscient collectif était un petit peu endormi. Par rapport aux trajectoires technologiques qui sont les nôtres, elles n'ont pas été questionnées quand on les a adoptées. On peut penser à la trajectoire thermo-industrielle et aux conséquences que ça a aujourd'hui. On peut penser plus près de nous aux trajectoires connues par le téléphone mobile ou les réseaux sociaux qui n'ont pas été questionnés au moment de leur adoption. Aujourd'hui, on le voit aussi avec les intelligences artificielles, la question est préemptée par les grands patrons d'entreprise et les ingénieurs principaux de ces projets-là, et le débat est absolument pas mis dans la place publique, ou très peu, ou de manière très maladroite. Sur le quantique, on a effectivement une feuille blanche qui s'ouvre à nous, où on est sur une technologie qui est émergente, qui est encore en cours de construction, et où la dimension sociale n'a pas été encore déployée par des produits de marché, par exemple. Donc c'est intéressant d'intervenir à ce moment-là, et de donner la possibilité à tous les participants, à toutes les parties prenantes de la technologie quantique, c'est-à-dire à la fois ceux qui la conçoivent, ceux qui vont la réguler et ceux qui en auront des usages ordinaires par la suite, de se réunir et surtout d'imaginer en dehors des sentiers battus. C'est-à-dire que sur les technologies, quand on est dans des problèmes socio-techniques, on va avoir tendance à trouver des solutions qui sont un peu des solutions de facilité, qui ont tendance à reproduire les travers des expériences précédentes. On a besoin ici de méthodes créatives de résolution de problèmes, et le design fiction permet ce pas de côté. Et il le permet parce que dans les objets ou les récits qu'il propose, il a cette dimension provocatrice. Sur les objets, on va parler par exemple de prototypes, c'est-à-dire de prototypes provocateurs.
et ils vont provoquer le débat de la part des participants en montrant une certaine forme de radicalité dans les options qui ont été prises et qui vont venir chambouler, qui vont venir questionner l'ensemble des participants, à la fois les concepteurs et les usagers, et à partir de là se poser des questions en termes d'orientation éthique de leur travail ou de leur acceptation de ces technologies. Merci Dany Baillargeon, merci Julien Pierre. On vous remercie d'être venu nous voir jusqu'ici dans le froid canadien pour parler du futur. Ce moment est très agréable. Merci. Alors là, je vais retrouver Étienne Quinge, auteur de science-fiction, dans une petite librairie de quartier à Grenoble, autour des imaginaires. Pour aller plus loin, nous vous invitons à découvrir Le dossier Special Issue 2050, Designing Our Tomorrow, de la revue Architectural Design. Le podcast Near Future Laboratory, animé par Julian Blicker, et le livre phare The Manual of Design Fiction, Near Future Laboratory, aux éditions Paperbacks, nouvelle édition mars 2023. L'article Le cône des futurs de Joseph Voros sur le site thevoroscope.com, le dossier Un design fiction instrumental pour les entreprises de la revue Uzbek Erika, rédigé par Nicolas Minviel et Olivier Watelet du collectif Making Tomorrow. Exploration Quantique 2050 est une série de podcasts produite en 2024 par la Fédération de recherche Innovax en partenariat avec le CDP Ticois et la FR Quantalps, animé par Gaël Ray pour Agence Proton et réalisé par Alexandre Fauré pour WeProd.